d'un moment à l'autre. Donc, nous sommes partis. Je dis bonsoir à tout le monde, je dis bonsoir aux uns et aux autres, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Je signale comme aux autres que, comme il est de coutumé, votre général vous donne rendez-vous généralement tous les dimanches à 19h. Je rappelle également aux uns et aux autres que le président élu, son Excellence Maurice Kamto, sera en ligne d'ici, je crois bien, d'ici 21h, 21h exactement. Mais une information des dernières nouvelles nous signalerait, autant pour moi, que le président élu, que la chaîne de télévision Equinox serait encerclée par des hommes lourdement armés. Mais avant ça, le plaisir est le mien, le plaisir est celui du général El Chenou de prendre rendez-vous comme ça avec vous, parce qu'il faut avant toute chose que nous essayions de prendre position, que le bureau de la Révolution, par mon biais également, puisse se prononcer sur certaines affaires courantes, que le mouvement Corps, dont le représentant légal que je suis également puisse prendre position, que la brigade anti-Sardina Deutschland, dont je suis le leader, puisse également se prononcer sur des faits d'actualité, et que le mouvement RPC, que je dirige également en Allemagne, c'est-à-dire le mouvement d'unité pour la révolution, puisse également se prononcer. C'est très important pour tout le monde, c'est très important pour les uns et les autres, que nous puissions prendre ce rendez-vous hebdomadaire comme ça pour traiter des questions d'actualité, des questions de la révolution. Connectez-vous tout simplement, partagez le live au maximum, parce que d'un moment à l'autre, nous allons bouger les lignes. D'un moment à l'autre, nous allons casser la baraque. D'un moment à l'autre, nous allons franchir les seuils de l'infranchissabilité. C'est très important. On peut essayer de se plaindre, on peut essayer de moucharder, on peut faire tout ce qu'on peut, mais nous faisons un travail digne, nous faisons un travail honorable et nous faisons un travail sacrificiel qui ne demande pas un revenu quelconque, qui ne demande que de l'abnégation, qui ne demande que du sacrifice, parce qu'il s'agit de la libération du peuple camerounais. Il s'agit de la libération au 237. Et nous avons fait le serment de libérer le peuple camerounais du joug de la dictature dont Biya, le tyran, s'en est embrigadé. Dont Biya, le tyran, a pris possession, a pris et confisqué le Cameroun sous sa joug et sa coupole depuis bientôt 44 décennies, depuis 4 décennies aujourd'hui. Et nous avons décidé, nous, de la jeune génération, nous, des jeunes révolutionnaires d'aujourd'hui, nous avons décidé que nous ne laisserons pas cela faire, nous ne laisserons pas impuni un tel geste. Nous rappelons aux uns et aux autres comme ça que ce live est retransmis en direct sur 3 canaux de publication, c'est-à-dire vous l'avez sur ma page personnelle, vous l'avez sur Corps Média TV et vous l'avez sur le Bureau fédéral de la Révolution. Nous voulons saluer comme ça avant toute chose notre leader incontestable et incontesté de cette révolution. Je veux saluer le général Robert Wanto, qui est celui-là même qui tient des mains de maître la révolution camerounaise. Nous voulons lui dire un big up, nous voulons le reconnaître sa grandeur et ses sacrifices depuis même l'avènement, alors que la révolution était née et que la brigade anti-Sardina n'existait même pas. Il a saigné de ses propres moyens, de sa poche, de son argent pour mettre ce train en marche. Nous lui disons merci. Nous allons commencer comme ça d'un moment à l'autre et le live d'aujourd'hui, permettez que je vous le dise, s'axera sur 3 points. 3 points et il y a un point aussi sur lequel j'étais bien sûr très attendu. Je passerai dessus sans équivoque. Il s'agit de la polémique qui secoue un peu sur la toile maintenant le directeur de campagne du président élu avec quelques activistes entre guillemets. Nous allons revenir là-dessus. Soufflez donc, nous commencions notre intervention. Avant toute chose, j'aimerais reconnaître votre bravoure, j'aimerais reconnaître votre efficacité et j'aimerais reconnaître votre amour pour la révolution. Sans vous, nous ne sommes rien et sans vous, nous ne pouvons rien. Soufflez simplement de partager au maximum ce direct, partagez-le partout où besoin se fait sentir afin que nous puissions commencer les choses. Donc, d'ici 2 minutes, nous allons lancer, nous allons dégager les hostilités et le plaisir est comme ça le nôtre de pouvoir encore prendre rendez-vous avec le peuple camerounais. Notre intervention d'aujourd'hui s'axe sur 3 points majeurs et 3 points très importants. Nous allons voir dans un premier temps
élucider la théorie selon laquelle Biya est un tyran extrêmement narcissique, voir comment est-ce qu'il agit, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui le distingue des autres, qu'est-ce que le narcissisme même dans lequel et pourquoi est-il ainsi. C'est de ça qu'il est question dans la première partie de l'intervention d'aujourd'hui. Dans la deuxième partie de l'intervention de notre live aujourd'hui, il s'agira de montrer que le président élu est le guide et le seul guide et que derrière lui s'attissent certains éléments et certains individus qui sont orchestrés et montés par le régime de Yaoundé pour pouvoir jouer un jeu trouble. Lequel? Là est la question. Quelle est leur implication? C'est à ça que nous allons tenter de donner des esquisses de solutions. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Nous le verrons également dans la deuxième partie de ce live. Et qu'est-ce qui distingue le président élu? Qu'est-ce qui fait du président élu le leader? Qu'est-ce qui fait de lui celui-là même qui donne le ton? Et pourquoi est-ce qu'il est ainsi? Donc, nous allons voir et répondre également à cette série de questions dans la deuxième partie. Dans la troisième partie de notre articulation, nous allons bien sûr voir tout simplement dans un premier temps ce que c'est que le BFR, quels en sont les différents membres, quel est son rôle et sa fonction dans le paysage révolutionnaire actuel et dans un dernier mouvement de la troisième partie, nous allons essayer de donner la position du Bureau fédéral de la Révolution, nous allons voir la position de corps, nous allons voir la position de notre mouvement par rapport bien sûr à cette polémique qui enfle la toile depuis belle lurette. Et nous allons laisser bien sûr place au leader des leaders, à la maestro et au président élu qui prendra possession des lieux d'ici 21 heures. Donc nous disons merci comme ça aux uns et aux autres. Merci parce que nous entrons comme ça dans la première articulation de notre live, Biya, le personnage narcissique. En fait, nous sommes, et il est urgent de le reconnaître que depuis bientôt 40 ans, nous sommes sous le joug d'un monstre. Cela ne surprend personne, cela n'est une abnégation pour personne. Depuis plus de 40 ans, nous sommes sous le joug d'un monstre. En fait, Biya est un narcissique redoutable. Qu'est-ce qu'on appelle un narcissique? Je vais, dans un premier temps, essayer de vous expliquer et de vous donner quelques éléments, quelques points focalisateurs, quelques points centraux, quelques points du narcissisme. Comment est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils opèrent? Et de quoi est-ce qu'il est question réellement dans cette première partie? Vous voyez, la particularité des narcissiques comme Biya, c'est que c'est des gens qui ont toujours une apparence de normalité. C'est-à-dire, Biya peut faire tout ce qu'il fait, mais son apparence sera toujours très normale. Il apparaît toujours comme quelqu'un de normal. Il apparaît comme quelqu'un qui est comme les autres. Il apparaît comme quelqu'un qui est même mieux que les autres, je dirais. Et l'une des forces aussi, c'est qu'il sait dissimuler son agressivité ou tout au moins sa méchanceté derrière un masque. Biya apparaîtra toujours comme le père de la nation, comme le fédérateur, comme celui-là qui réconcilie, comme celui-là qui aime le monde, comme celui-là qui aime les Camerounais. Ce sont quelques traits et quelques aspects de sa particularité qui feront et qui nous montreront que c'est un personnage dangereux et dangereusement dangereux. L'une des autres choses, c'est que c'est des gens très séducteurs. Très séducteurs, et ce qui rend vraiment très difficile la capacité ou tout au moins la manière de les repérer. C'est quelqu'un qui apparaîtra toujours très gai, sous un beau jour. Et puis, ils ont une capacité d'adaptation très forte. Capacité d'adaptation très forte et ils savent dissimuler tout autant pour moi leur destructivité. Derrière, bien sûr, un masque de l'amour. Vous voyez un homme comme Biya qui, assis sur les rênes du Cameroun, n'a aucun mal, aucun gêne à organiser des élections dans un pays divisé, dans un pays où on compte aujourd'hui 12 000 morts anglophones, dans un pays où les choses sont en train de se remettre terriblement, dans un pays où tout se passe dangereusement moins bien. C'est ça le problème. Et c'est de ça qu'il est question. Biya n'a aucun problème là-dessus. Il n'a vraiment aucun problème à organiser les élections dans un tel pays. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est embêtant. Vous voyez quelqu'un qui a tout reçu d'un pays, quelqu'un qui a tout reçu du Cameroun, quelqu'un qui a tout hérité de manière plausible et limpide du Cameroun, mais qui, dans sa folie et sa phobie, ne se gêne pas, trouve normal, pour lui c'est normal de courir aux élections, pour lui c'est normal de continuer de faire des élections normalement, il n'a aucun gêne.
Et c'est ça le côté monstrueux de l'homme. Et c'est ça qui nous parle. Ce sont de tels événements. Vous voyez un homme qui a hérité d'un pays prospère, un pays simple, un pays sincère, un pays droit, un pays juste, un pays propre. Près de 40 ans après, il le laisse dans un joug de saleté improbable. Près de 40 ans après, il a divisé complètement le Cameroun. Près de 40 ans après, il en a fait de la risée internationale. Il y a de cela encore quelques années, au temps d'Ahidjo, même avant les années 90, 95, 94, le Cameroun était vis-à-free pour beaucoup de pays d'Europe. Le Cameroun était prospère. Dans les années 60-70, nous aidions beaucoup de pays comme la Corée et tous ces autres. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que Biya a fait de nous? Pourquoi nous méritons ça? Nous voyons que nous avons quelqu'un qui est foncièrement méchant, quelqu'un qui n'hésite sur rien et à aucun moment de lapider, de tuer et d'entérimer tous ceux qui se posent au travers de sa route. J'en veux pour preuve son épouse, sa feu épouse, Jeanne Irène. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait une bouée. Il a tué radicalement, simplement et de manière très plausible Jeanne Irène. Il a fait, et de manière très simple, sans état d'âme. Voilà celui que nous avons à la tête de la nation camerounaise. Voilà celui-là qui, ayant volé les élections d'octobre 2017, se peaufine et reste toujours sur la scène et continue de meurtrir et de tuer le pays. C'est de ça qu'il est question. À un moment donné, nous avons dit, et nous voulons le dire, que nous ne pouvons pas laisser de telles choses impunies et nous n'allons pas laisser faire. Nous allons clamer haut et fort et dire que nous voulons être libérés malgré tout. Vous savez, le danger dans ces choses, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse quand même que tout narcissisme n'est pas pathologique. Mais celui de Biya est une pathologie, ça c'est clair. Parce que la pathologie commence à partir de quel moment? Il y a des gens narcissiques, en fait, quand on parle des gens narcissiques, il y a des gens narcissiques qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Et tous ces narcissiques ne sont pas automatiquement des gens pathologiques, ne sont pas des êtres pathologiques, tout au moins ne sont pas malades. Ce n'est pas une maladie. Ça devient une maladie à partir du moment où on peut se rendre à l'évidence que le regard critique de soi est absent. Lorsqu'on ne peut plus faire une autocritique, lorsqu'on ne peut plus se critiquer soi-même, à partir du moment où on se croit tout puissant, on s'estime au-delà de la mêlée, au-dessus de tout le monde. Et lorsqu'on pense que les autres, lorsqu'on commence à penser autant pour moi que c'est toujours les autres qui ont tort, à ce moment, ce narcissisme devient pathologique. Et nous avons tous ces signes sur Biya parce qu'il ne se comprend pas aujourd'hui que c'est lui le responsable. Il n'arrive pas à comprendre. Vous savez, il a toujours réussi à faire passer sa mauvaise gestion pour les autres, pas les autres. C'est son entourage qui est mauvais, on a entendu dire, c'est les gens qui le dirigent, qui le gouvernent, qui sont autour de lui, qui sont méchants. Lui, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de très bien. Il n'a jamais rien fait de mauvais. C'est les autres qui sont mauvais. C'est les autres qui ont les problèmes. Lui, Biya, il n'a aucun problème. Biya est toujours sain. Biya est toujours propre. Biya est toujours pur. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et c'est à partir du moment où nous comprenons que ce personnage est foncièrement narcissique. Quelqu'un qui se croit tout puissant. Quelqu'un qui n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de lui. Biya peut mettre qui il veut en prison, le sortir comme il veut dans son Wonderfulskistan Land, dans son pays plein d'idioties. Il le gère comme il veut et personne ne lui résiste. Biya est la toute puissance au Cameroun. Il n'y a personne au-dessus de lui. C'est lui le chef des forces armées, c'est lui le chef de la police, c'est lui le premier magistrat, c'est lui le premier citoyen, c'est lui le premier, il est premier en tout. Il est premier en tout, pourtant il est le plus faible et le plus feignant. Nous avons connu une tragédie et nous le disons toujours, la tragédie du Cameroun aura été celle d'avoir, pour Ahidjo, nous voulons encore maudire ce jour où Ahidjo décidait d'abandonner la magistrature suprême et de la confier à un de ses plus cancres présidents que nous aurons jusqu'aujourd'hui, qui est bel et bien Paul Biya. C'est une tragédie pour le Cameroun. Ce fut une erreur fatale, une erreur monumentale de l'histoire et jusqu'aujourd'hui, nous en payons les frais. Mais Biya, sois sûr d'une seule chose, c'est que nous ne te laisserons pas faire. La diaspora camerounaise a pris ses données, ses responsabilités. Et le président a élu son excellence Maurice Kamto s'est dressé sur ton chemin pour nous aider à te dégager. Et nous allons nous servir de ça pour te dégager du pouvoir. Quoi qu'il en soit, nous voyons et nous comprenons au travers de ces premiers extraits, de cette première partie, autant pour moi, combien tu es narcissique et combien tu es méchant. Il n'y en a jamais rien fait de bon pour personne.
Biya n'a jamais rien fait de bon pour la nation camerounaise. Il a été d'un pays en voie de développement, un pays même prospère, je dirais à la limite. Mais où est-ce qu'il l'a conduit? Et il ne se pose aucune question. À l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas indigné. Il n'est pas indigné, aucune autocritique. Aucune autocritique de sa gestion. Je me demande bien si ce monsieur est normal. Quand il se couche pour s'endormir, je me demande bien s'il réfléchit un temps soit peu. Quel héritage, quelle vie il veut laisser à ses enfants? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est ça le problème. Et nous sommes nombreux à accepter une telle tyrannie. Et nous sommes nombreux à accepter qu'il y a quelque part mis en chaque Camerounais un peu de ses chaînes. Il y a en nous pas un peu du biaïsme. Et c'est pour ça que nous ne comprenons pas. C'est pour ça qu'il a du mal à croire et à comprendre qu'il y ait quelqu'un qui puisse le défier, qu'il y ait quelqu'un qui puisse essayer de le renverser. Mais nous croyons à l'homme providentiel qui est son excellence Maurice Kamto. Nous croyons qu'il est la solution pour dégager cette dictature. Nous croyons qu'il a la solution, il a les clés et il est la solution pour renverser ce tyran et renverser et changer à jamais la donne dans notre pays. Quoi qu'on le veuille, quoi qu'on le dise, nous allons enfin comprendre que le Cameroun ne sera plus jamais, je dis bien jamais la même. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est quoi? Quelque chose qui est fondamental au travers de tout cela, c'est que vous voyez la guerre au Nozo. Aujourd'hui, nous sommes à 12 000 morts. 12 000 morts contre 500 000 déplacés, plus de 500 000 déplacés. En 37 ans, qu'est-ce que Biya nous laisse comme héritage? Voilà ce qu'il nous laisse comme héritage. Cet individu, cet homme machiavélique, cet homme méchant. Je crois que si Machiavel vivait aujourd'hui, je le dis toujours, Machiavel allait s'asseoir et prendre les leçons de Biya. Biya allait dire et enseigner à Machiavel comment est-ce qu'il faut être méchant. Quelles sont les techniques de la méchanceté? Quelles sont les astuces pour développer la méchanceté? Comment confisquer le pouvoir à jamais? Comment s'asseoir sur le pouvoir? Comment ne pas perdre aucune élection? Qu'on organise soi-même ou qu'on n'organise pas. En fait, Biya a développé tellement d'astuces qu'aujourd'hui, tous sont unanimes et clairs qu'il est l'un des tyrans les plus dangereux du XXIe siècle. Oui, Biya est l'un des tyrans les plus dangereux qu'aura connu l'histoire de la planète. Je ne crois pas qu'il ait été pire que lui. Je ne crois sincèrement pas. Biya est un monstre silencieux. Il tue en silence. Et chaque jour, il tue, il tue. Et il tue de génération en génération. Il aiguise son lime meurtrière. Il a fait passer doucement, tranquillement, silencieusement. Et c'est pour ça que dans le désir d'éliminer un seul homme, qui aujourd'hui lui fait écran, dans le désir de tuer un homme qui aujourd'hui lui fait écran, dans le désir de barrer l'existence, de barrer, d'assassiner politiquement un homme qui lui fait écran, il a trouvé des alliés incontournables. Oui, Maurice Kamto est aujourd'hui l'homme qui dérange, l'homme qui empêche Biya de dormir, celui qui donne des sueurs froides à Paul Biya, celui qui, plus que jamais, est en train de torturer et d'empêcher son mandat et son règne despotique tranquillement. Voilà ce qui est tout trouvé. Et c'est là le problème. Et c'est là où tout se passe. Et c'est pour ça que dans le désir de conforter sa position et de réguler sa situation, Biya utilise tous les moyens. Il y a deux inventions encore récentes qu'il a fait. C'est celle de l'utilisation de Joshua et de Cabral Libby. Cabral Libby et Joshua, nous voulons le dire ici, sont des pions au service de la tyrannie. Sont des pions, ils ont une seule mission. Vous n'avez qu'à comprendre depuis le début de l'élection présidentielle, ce sont ceux-là même qui ont été préparés pour le marquage à la culotte contre le président élu, son excellence Maurice Kamto. Ça a été fait et c'est clair. Regardez le meeting de Cabral Libby à Edea. Le dernier meeting. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'aujourd'hui, il a compris que l'élection présidentielle se joue entre deux personnes. Biya a perdu les élections, c'est Kamto et lui. Kamto est désormais son unique adversaire pour la magistrature suprême. Et le lendemain de l'élection présidentielle, lorsque le président lui déclare qu'il a gagné les élections, lui aussi, il ne fait que tirer dans ce sens en disant oui, il commence par dire un candidat de l'opposition a gagné, oui, lui, il a gagné. En fait, c'est leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Mais malheur leur est pris. Parce que l'homme qu'ils ont en face d'eux est un homme avisé. C'est un meneur. C'est un leader. C'est quelqu'un qui a de loin compris et vu où est-ce que va le Cameroun. Et c'est lui qui donne le ton, quoi qu'on le dise. Aujourd'hui, Cabral Libby et Joshua, pris dans leur piège, sont obligés de jouer le jeu. Soit, ils ont deux possibilités. Leur non-participation à l'élection présidentielle, à l'élection législative et municipale, fera d'eux des suiveurs et la participation
fera d'eux des sardinards. Pourquoi? Parce que le président lui a donné le temps. Il a déjà pris position. Là où ils allaient, croyant pouvoir faire quelque chose de magique et de simple, ils ont été renversés et dévancés par la subtilité, le génie de son excellence, le président élu Maurice Kamto. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que la non-participation des élections de ces traites ne peut pas être considérée comme une victoire. En aucun cas. C'est plutôt un sentiment de traîtrise. Car ils sont en train de faire un marquage à la culotte parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental. Quelque chose qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque le président élu déclare clair qu'il ne participera pas aux élections législatives et municipales, il s'agit d'une manière générale de dire de manière claire et limpide qu'on ne peut pas et on ne va pas accepter un certain nombre de choses. Les dérives telles que consenties et perpétrées au Cameroun doivent cesser à un moment donné. C'est pour ça que la pire des choses, la plus grande chose qu'on pouvait obtenir de la part de la société internationale, que je me refuse ici d'appeler communauté internationale, je vous explique entre parenthèses simplement pourquoi. Nous refusons le terme ici communauté internationale parce que la communauté internationale est morte. Elle est morte. Elle est morte parce que c'est la France qui l'a tuée. Il faut le reconnaître ici. L'un des pays qui a tué le principe de la communauté internationale, c'est la France. Parce que lorsqu'on parle de communauté, on parle d'un idéal. Lorsqu'on parle de communauté, on parle d'un but commun. On parle d'une trajectoire unique. Lorsqu'on parle de communauté, on parle d'un assemblage de personnes vers une destination, vers un but, vers une trajectoire commune. Mais nous ne pouvons pas parler de communauté internationale dans le cas du Cameroun parce que justement, il y a division. Et la division vient d'où? La division vient du fait que la France est le mauvais, est le pion et le poison du Cameroun. La France, tel que nous le disons et nous le croyons, est ce pays-là qui, plus que jamais maudite, est basé et fixé pour entraver le devenir du Cameroun et le devenir des Camerounais. La libération, les principes, éléments et les éléments basiques pour la libération du Cameroun, pour l'affranchissement des Camerounais, passera uniquement par la destruction du joug et du monopole français au Cameroun, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça que, en tant qu'avant-gardiste, en tant qu'éclaireur et en tant que déclencheur, il m'est arrivé à Washington lors de mon dernier séjour de marcher sur le drapeau français devant l'ambassade de France à Washington. Ce qui a provoqué un glas de stupéfaction au milieu des incultes de la politique et de la géostratégie internationale qui, n'ayant rien compris à ce geste ô combien révolutionnaire, se sont mis à s'indigner et en croyant que la libération passera par l'amitié avec la France. Toute amitié avec la France continuera, permettra à la France toujours et toujours de nous doser et de nous damer le pion par derrière, de nous prendre par derrière et de faire de nous ce qu'elle veut. Toute lutte de libération se veut toujours de manière non seulement idéologique, mais elle se voudra toujours rationnelle, conflictuelle. On n'y aura pas d'affranchissement du Cameroun à la France par la paix, par la supplication. Jamais. La France ne cédera jamais parce qu'elle regarde le Cameroun comme ce bijou, comme cette terre où elle tire ses richesses, où elle tire 85% des richesses du Cameroun sont gardées au trésor français. Qu'est-ce que ça ne vous dit rien? Vous croyez que la France va laisser ça? Si on enlève les territoires français à la France aujourd'hui, la France tombe 40e mondiale. Je dis 40e, ils sont loin derrière le Portugal, derrière l'Italie, derrière toutes ces puissances. À qui elle parle fort aujourd'hui? Vous croyez que la France va laisser son bijou? La lutte de libération passera par l'affranchissement de la France. C'est pour ça qu'une opération que nous avons baptisée l'opération El Chenou, c'est-à-dire le challenge El Chenou, qui consistait à brûler les drapeaux français, est en train de gagner de l'ampleur tous les jours. Et je veux par le biais de ce soir, de cette émission, de cette intervention, rappeler aux uns et aux autres, où qu'ils se trouvent, que des actes révolutionnaires, c'est ça. On ne s'affranchit pas en suppliant. On me dit non, des gens disent non, on va dire que la base n'existe plus. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Soyez un peu réfléchis, les gars. Il faut qu'on réfléchisse un peu. La révolution, ce n'est pas les bêtises que les gens ont fait pendant 10, 20 ans, 40, 50 ans. La révolution, c'est la décision, c'est la capacité de se barrer, de se mettre en exergue, de se mettre à contre-poids, à contre-dos les autorités. C'est de ça qu'il est question.
Les actes révolutionnaires, on ne les négocie pas. On les prend et on les assume. Un révolutionnaire, c'est celui qui est prêt à mourir à tout moment. On ne va pas libérer le Cameroun avec la douceur, je ne sais pas, avec la carotte. Ce n'est pas la France qui va nous donner les armes pour notre libération. Faisons attention. Donc, Tibi Joshua et Cabral Libi sont comme ça les deux espions et les deux personnes mandatées par le régime de Yaoundé pour faire ce qu'on appelle ici un marquage à la culotte du président élu. C'est-à-dire, dès que le président élu dit « je ne participe pas », les gars ont pour but aussi de dire « nous ne participons pas ». Pourquoi? J'explique tout simplement. Pourquoi ils le font? Ils le font parce que dans leur non-participation également, comme le président élu, ils font que le président élu n'est plus le seul interlocuteur sur la scène internationale. Donc les gars apparaissent aussi comme des interlocuteurs crédibles. Parce que étant sorti deuxième ou troisième, étant sorti troisième et quatrième des élections présidentielles, les gars peuvent aussi donner leur mot à la communauté internationale. Et quel est leur but? Leur but est simple. Le mot qu'ils vont donner ici n'est pas un mot qui consiste à dire à la communauté internationale ou bien tout au moins à la société internationale, comme je l'ai dit tantôt, à la société internationale de venir au Cameroun et d'instaurer la force pour dégager le tyran qui est Biya. Parce que nous avons déjà 12 000 morts au Nozo, nous avons 500 000 déplacés. Je crois qu'il est un temps soit peu clair que la société internationale ne veut plus admettre ça, ne veut plus accepter cela. C'est de ça qu'il est question. Et alors les langues se délient et les gens s'interrogent. Alors Cabral Libi et Joshua veulent suivre, faire ce qu'on appelle un marquage à la culotte pour ceux qui jouent au football. On dit il y a des joueurs qui sont mandatés pour faire le marquage à la culotte. On te dit entre, voilà Messi. Mon frère, tout ce que tu vas faire, Messi, ne touche pas le ballon. Ton rôle n'est pas de tirer ou de marquer. Ton rôle, c'est de serrer la ceinture. Fais le marquage à la culotte sur Messi. Voilà le rôle de Cabral Libi et Joshua. Marquage à la culotte sur le président élu Kamto. Quel que soit ce qu'il fait, faites-le. Là où il va, allez-y. Pour qu'il ne soit pas le seul. Parce que c'est clair. Si le président élu apparaît comme le seul, qui dit « je ne participe pas aux élections pour X, Y raison », alors qu'est-ce qu'on fait? La communauté internationale se tourne vers lui pour lui dire « bon, ben là, tu ne participes pas, quels sont les voies et moyens? Comment est-ce qu'on peut faire ?» Et voilà, lui, il peut dire donc ce qui se passe. Or, Cabral Libi et Joshua apparaissent comme ceux-là qui ne vont pas lui laisser le soin ou tout au moins la possibilité d'être le seul dans ce courant ou dans ce champ. Alors, eux aussi, ils apparaissent. Et leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, c'est qu'au moment où la communauté internationale va dire « nous voulons vraiment entrer au Cameroun pour régler les problèmes parce que ça fait beaucoup d'années, ça fait 4-5 ans que ça dure, cette crise. » Eux, ils vont dire « non ». Cabral Libi et Joshua vont dire « nous ne voulons pas une ingérence. Laissez-nous résoudre ça pacifiquement. Essayez ceci, tout au moins pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Voilà la question. Et c'est ça leur rôle. Voilà leur rôle dans ces choses. Ils vont essayer de gagner du temps pour que le tyran de Mbomeka continue de jouer toujours sur la tactique et la ruse du temps, pour avoir le temps de manipuler, le temps de faire ce qu'il fait, et ainsi de suite. Donc voilà le rôle de ces deux espions. Donc il est temps de comprendre que quelle que soit leur position, s'ils décident d'y aller, c'est toujours pour gagner le temps. Parce que même s'ils disent nous allons aux élections, même quand le président élu a dit que moi je ne partirai pas, s'ils décident d'y aller, c'est pourquoi? C'est pour essayer entre guillemets de légitimer cette élection. Pour dire mais si le deuxième n'est pas parti, moi j'étais quand même troisième, moi j'étais quatrième, nous y sommes allés. Quand même, on ne peut pas dire que l'élection était fausse et à tous les niveaux. Non, nous y sommes allés, nous avons fait des élections. Elles sont justes et légitimes. Donc, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans qui peuvent être gagnés. Le temps qu'il y ait des recours, bien sûr, l'élection sera annulée. Mais avant qu'elle ne soit annulée, ils auraient gagné en temps. Voilà le rôle de ces deux espions. Je voulais aujourd'hui que nous comprenions et que le peuple camerounais avec moi comprenne que ceux-là sont mandatés pour ça. Et nous n'allons pas les laisser faire. Alors si vous êtes très sérieux, Cabral Libi et Joshua, allez faire campagne à Lébialem. Allez au Lébialem battre campagne. Allez là-bas que vous nous dites. Je crois que le SDF a près de 21 députés ou je ne sais pas 12 députés dans ces provinces, dans ces zones, au nord-ouest particulièrement, qu'ils aillent là-bas. Comment vous allez renouveler vos députés? Allez-y battre campagne. Vous êtes pour une élection où vous n'avez pas battu campagne là-bas? Quels sont les candidats que vous allez présenter là-bas? Qu'on cesse de se moquer des gens. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ce cinéma doit s'arrêter. Et Biya est le seul responsable, le seul coupable. Mais il a trouvé quelqu'un qui est en face de lui, contre lui, a décidé de mettre sa vie en danger, de mettre sa vie en péril. C'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Nous croyons qu'il est la solution. Et nous voyons qu'il est la solution. Quelle que soit l'âme dans les choses ne seront plus jamais comme avant. Biya, il faut que tu comprennes une chose.
c'est que tes jours sont comptés. Nous l'avons dit et je l'ai dit encore, je me souviens encore, quand j'ai vu les traits du président élu, quand j'ai vu cet homme décider qu'il ne participera pas aux élections, je n'avais jamais vu un homme aussi serein. Je n'avais jamais vu les traits du visage aussi renforcés, aussi sûrs de lui. C'était un homme mécontent, un homme fâché, un homme en colère, mais un homme sûr de lui, sûr de ce qu'il fait. Ça peut avoir bougé tout. Mais le refus de participer aux élections du président élu, je vais le dire ici, ouvre 3 cas possibles de figure, 3 cas de figure possibles. Quand le président élu dit « je ne participerai pas aux élections », il faut comprendre ici 3 cas de figure possibles. Premier cas, c'est que le risque maximum, c'est quoi? Le risque maximum, c'est qu'il y ait une intervention militaire, c'est-à-dire une intervention de la communauté, de la société internationale au Cameroun. La société internationale va donc intervenir, ça c'est le risque maximum. Et c'est dans le but d'éviter ce risque maximum que Biya instrumentalise Cabral Libye et Joshua pour dire, nous aussi, nous ne participerons pas aux élections, parce que quoi? Pour qu'au moment de décider de parlementer, au moment où la communauté internationale va vouloir s'entretenir avec ceux-là qui ont décidé de ne pas participer aux élections, que Cabral Libye et Joshua soient là pour dire, nous voulons tout sauf une inclusion de la communauté internationale, de la société internationale au Cameroun. Nous voulons tout sauf une annexion, nous voulons tout sauf une intervention militaire. Nous voulons que cela se règle pacifiquement. Ils vont essayer d'apporter les formules pour gagner du temps. Voilà leur rôle. Deuxième cas de figure, c'est le rapport des élections. C'est-à-dire le report des élections, autant pour moi. Il y a possibilité que les élections soient reportées. C'est-à-dire jusqu'à ce que le code électoral, jusqu'à ce qu'un code électoral consensuel soit adopté. On peut reporter les élections. Cela permettra toujours à Biya de gagner du temps. Parce que pour qu'il y ait report d'élection, il s'achemine toujours vers son mandat, ou alors il y a élection après et annulation, ce qui sera le troisième cas. Et le troisième cas de figure, c'est que Biya organise les élections avec la participation de Cabral et de Joshua. Ça, c'est un autre cas de figure. Oui, le troisième cas, le cas où les derniers vont réfléchir et dire, oui, nous participons. Nous participons aux élections, Biya va donc organiser les élections. Il va faire comme en 92, il avait fait avec l'ADR ou bien c'est l'UNDP et l'UDC, il va donner quelques voix, il va donner 20 députés à Cabral, 35 à Joshua et ils vont se partager ça. Il va prendre 130 députés, 120, je ne sais pas trop combien selon le décompte, et puis ils vont s'asseoir. Mais ce sera juste une guerre d'usure du temps. Ce sera pour Biya l'occasion de gagner en temps. Mais il sait désormais que son pouvoir est souffleteux. Il sait désormais que son pouvoir languit et piétine. C'est pour ça que les choses ne peuvent plus être comme avant. Et c'est de ça qu'il est question. Biya, nous voulons te rassurer et te dire une chose, rien ne sera plus comme avant. Rien. Je dis bien rien. Nous étions, je me rappelle encore lors de ce voyage aux États-Unis, où nous avons rencontré le sénateur, j'ai rencontré par le biais également le sénateur, le congressiste de République dominicaine, c'est-à-dire il y a des choses terribles qui se passent. Vous voyez un pays comme la République dominicaine qui ouvre au Sénat, au Congrès américain, une porte, alors qu'elle n'est même pas membre permanent des Nations Unies. Il y avait 4 pays qui ont signé ces accords-là pour ouvrir un dossier pour que soit examiné exactement le cas du Cameroun. Il y avait la République dominicaine, il y avait le Royaume-Uni. Ce sont ces gens que j'étais chargé, dans tous ces différents ambassadeurs, pour leur dire mes remerciements pour le compte de la révolution camerounaise. Il y avait la République dominicaine, l'Angleterre et le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne. Voilà les 4 pays qui ont demandé que soit ouvert typiquement un dossier propre aux Nations Unies sur le Cameroun. C'était terrible. Mais la France, la République dominicaine n'est pas membre permanent. L'Allemagne n'est pas membre permanent. Je crois qu'il n'y a que les États-Unis et l'Angleterre. Mais la France, qui est membre permanent des Nations Unies, a refusé et boycotté cette opération. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. La France sait typiquement ce qu'elle fait. Donc, ceux qui pensent un jour qu'on va se libérer du joug de la France, pas avec l'amour des Français, ou bien en s'entendant, en riant avec les Français, leurrez-vous. Et cessez de vous leurrer, s'il vous plaît. Qu'on cesse de nous leurrer. Ces choses ne se feront jamais à part la sympathie des Français. Il faut cogner un marteau dur sur la tête des Français. Il faut frapper un marteau fort sur le nez des Français. Il faut frapper une gifle terrible et redoutable sur la joue des Français. Et à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment qu'on comprendra que l'heure de la libération pour nous a sonné. C'est de ça qu'il est question. Qu'on cesse le film et qu'on cesse la sorcellerie, on ne se libérera jamais, jamais, jamais par notre biais ou bien par notre entente nous-mêmes. Jamais, cela ne sera pas possible.
L'heure de la libération a sonné et le Cameroun doit avoir une rupture radicale avec la France. Et toutes les colonies même d'Afrique, j'appelle comme ça les Camerounais à continuer le challenge. Brûler les drapeaux français, piétiner les drapeaux français dans la boue, aller au sel et faire des sels sur ça, puis ramasser ça, froisser n'importe comment. C'est des actes révolutionnaires, c'est des actes qui déclenchent un processus de libération communautaire. Et c'est de ça qu'il est question. Et on doit arriver à ce moment-là. On doit arriver à cette étape-là. C'est de ça qu'il est question. Que les gens se mettent et se rangent à l'évidence. C'est de ça qu'il est réellement question. Donc nous voulons comme ça entrer dans la troisième partie de notre intervention ce soir sur, premièrement, l'une des parties expressives, c'est comprendre quel est le rôle exactement du président élu et de comprendre par rapport à la dictature de Biya. Parce que Biya doit comprendre une seule chose. Biya doit comprendre une seule chose, c'est que, quel que soit lambda, le président élu, son excellence Maurice Kamto, est celui-là qui a les clés. C'est lui qui résout les problèmes et c'est lui qui peut seul libérer les Camerounais. Que les gens cessent de croire qu'ils peuvent parler au nom de cet homme. C'est de ça qu'il est question. C'est un homme astucieux, c'est un homme intelligent, c'est un homme fort rusé, très très intelligent. Même vouloir parler en son nom, c'est l'insulter. Il y a des gens qui tirent la couverture de manière stupide et abjecte. Lorsqu'ils ont des confrontations ou des conflits avec quelques-uns et quelques leaders bien reconnus de la scène, ils se disent, mais si tu veux toucher à Kamto, vous aimez Kamto plus que qui? Vous croyez que vous l'aimez plus que qui? Et arrêtez ça. Qu'on arrête ça tous. Qu'on arrête ça. Ne continuons pas de pervertir son nom. Laissons-le là où il est et défendons-nous comme des hommes. Si un homme t'attaque, défends-toi. Ne viens pas commencer à prendre le nom de Kamto pour mettre devant. Ce n'est pas le nom qui ouvre toutes les portes. Arrêtez de faire de la sorcellerie. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On n'est pas en train de se placer vers un chemin de la démocratisation de notre pays. La déification n'est pas la démocratisation. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Toute critique est importante dans toute société démocratique. Il faut arrêter de ces principes que vous voulez balader partout. Faire comme si vous... Nous-mêmes qui avons de l'amour pour le président élu, nous sommes ceux-là qui avons couru le plus grand nombre de risques. Mais nous n'en faisons pas un trophée. Nous risquons nos vies tous les jours pour que l'idéologie, pour que la pensée, pour que le projet du président élu soit établi. Nous n'en faisons pas un trophée. Nous n'essayons pas de l'emprisonner ou d'emprisonner qui que ce soit. Alors il faut que les gens arrêtent de croire qu'en utilisant ce nom, ils vont avoir accès ou bien les choses faciles ou accréditées par tout le monde. Non, 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 non. Laissons le nom du président élu là où il est et gérons et menons notre combat normalement. Normalement. Je dis bien normalement. On a vu sur la scène où des gens s'attaquent à des éminences, s'attaquent à des personnalités. Et lorsque vous voulez répondre, ils disent, tu veux t'attaquer à Kamto? Pourquoi vous voulez faire la lâcheté? Pourquoi vous voulez faire ça? Laissez-le et défendez-vous. On vous accuse de vol, expliquez-vous sur les vols. On vous accuse d'escroquerie, expliquez-vous sur l'escroquerie. Ne tirez pas les choses. Vous faites des trucs. Non, moi, quelque part, même il est question que des gens prennent leurs responsabilités. À un moment donné, il faut savoir être responsable. Le combat que nous menons n'est pas un combat des fuyards. Ce n'est pas un combat des peureux. Ce n'est pas un combat des lâches. Ce n'est pas un combat des incrédules. C'est un combat des courageux. C'est une lutte révolutionnaire. C'est une lutte pour la libération. Et cette libération passe par la capacité pour nous d'avoir de la poigne. La capacité pour nous d'être courageux, d'être audacieux, d'être impétueux même, je dirais. Oui. Si on ne l'est pas, ça ne sert à rien. On ne peut pas déclencher et continuer cette lutte. Il faudrait à un moment donné que nous comprenions que le président élu est le seul responsable de tout, de toute sa politique et sa ligne. Nous sommes sortis pour le suivre. Nous sommes sortis pour le suivre. C'est lui qui donne le ton. Et jusqu'à preuve de contraire, il est celui-là qui tient des mains de maître la révolution. Ce n'est pas un peureux, c'est un homme compétent, il sait ce qu'il fait. D'ailleurs, il va sortir tout à l'heure à 21h. Je crois qu'il est temps pour nous de comprendre que c'est à lui le dernier mot. S'il dit qu'il met fin à la coalition en éliminant telle ou telle personne, nous nous inclinons. S'il réitère son engagement, nous nous inclinons. Pourquoi vouloir faire des choses? Arrêtons de croire que nous pouvons résoudre les problèmes du président élu. Nous sommes trop loin, trop loin incompétents. Trop loin et trop éloigné même pour essayer, pour prétendre même à ça. Le président élu connaît mieux que nous
ce dont il est question et comment est-ce qu'il peut résoudre ces problèmes. Pourquoi croire que nous pouvons le résoudre, que nous pouvons le faire? Lui seul a le dernier mot. Lui seul peut décider. Lui seul, je dis bien, lui seul peut décider. S'il vient ce soir, il décide quoi que ce soit, nous allons nous aligner. Nous allons nous aligner parce que c'est lui qui a le dernier mot. Nous sommes dans une phase où il faut que j'utilise peut-être une métaphore. J'utilise des métaphores, elles sont souvent très mal interprétées. Mais en tant qu'enseignant, vous n'allez pas m'enlever cette capacité ou bien ce plaisir à utiliser les métaphores pour essayer de me faire comprendre tout au moins. Même si je ne peux pas me faire comprendre. Je vais essayer tout au moins de me faire comprendre avec cette métaphore. Le président élu est Paul-Éric Kingé. Le président élu, c'est notre père. Paul-Éric Kingé, c'est notre oncle, c'est-à-dire le frère de notre père. Nous sommes des enfants de la révolution. Ils sont ceux-là qui nous ont conduits et montré le chemin. Alors, si le père et l'oncle venaient à avoir un malentendu et que nous, du haut de notre statut d'enfant, nous commencions brutalement à insulter l'oncle, je crois que, et toutes les sociétés et tous les hommes doués de bon sens s'accordent avec moi à dire que ce serait la plus grosse erreur que nous, enfants, aurions commis. Pourquoi? Même si l'oncle avait insulté le père, il ne nous revient pas d'insulter l'oncle. Faisons très attention. Parce que l'oncle est celui-là qui, lorsqu'il s'arrangera avec son frère, nous risquons d'avoir des problèmes pour toujours. Si on est intelligent, on reste dans notre posture. Si on a un service à rendre à l'oncle, on le rend. Si on a un service à rendre au père, on le lui rend. Et ainsi de suite, en attendant que soient réglés les problèmes. Jusqu'au jour où le père va se lever et dire qu'entre mon frère et moi, c'est terminé. Je ne veux plus jamais le voir. Je ne veux plus jamais le sentir. Alors là, on pourra dire, oui, tu cesses aujourd'hui d'être mon oncle. Ou alors l'oncle, le père va se lever un jour et dire, c'était indifférent. Entre mon frère et moi, il n'y a aucun problème. On peut avoir des problèmes, mais on ne se sépare pas. Notre union et notre fraternité restent. Alors, qu'est-ce qu'on deviendrait si on avait commencé à insulter l'oncle? Soyons intelligents. Et corps, en tant que mouvement et gendarme de la révolution, c'est toujours prévalu ça. Nous n'allons jamais abdiquer. Corps a toujours été là pour défendre les intérêts du président élu, pour frapper dur. Nous avons pris sur nous les coups, on nous a traités de tous les maux. Lorsqu'il fallait tuer la transition dans l'œuf, lorsqu'il fallait démontrer que la transition était une erreur de la révolution, lorsque tout le mouvement révolutionnaire, près de 70%, était pour la transition, nous étions que 30%. Nous avons frappé dur pour tuer le mouvement de la transition. Nous avons démontré que la transition consistait à éliminer et à tuer le président élu. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous avons eu gain de cause. Aujourd'hui, ceux-là même qui prétendent aimer le président élu, ce sont ceux-là qui vendaient sa peau dans le gouvernement de transition. Ce sont ceux-là qui avaient vendu le président élu en prison. Arrêtons de croire ça. Et l'oncle se lève aujourd'hui, il veut parler parce qu'il a reconnu ce que les gens qui ont tué la transition pour éliminer son frère ont fait. Alors vous me levez contre lui. Ça ne va pas se passer comme ça. Corps sera toujours là. Et nous sommes heureux aujourd'hui parce que Corps n'est plus seul. Corps a intégré le grand bureau fédéral de la révolution. Et le bureau fédéral de la révolution est ce mouvement-là révolutionnaire camerounais qui tire des mains de maître la révolution camerounaise. Nous voulons reconnaître comme ça le génie et la grandeur du leader de ce bureau, de ce mouvement, de ce collectif révolutionnaire, le général Wanto. Celui-là qui, depuis plus de 30 ans, a sacrifié sa vie et est en exil pour la libération de son pays. Nous voulons reconnaître sa grandeur. Nous voulons reconnaître son charisme. Et nous voulons reconnaître ici son amour pour le Cameroun. Oui, c'est lui-même qui, au début de cette lutte, tandis que tous ceux qui crient et se pavanent aujourd'hui étaient en France, lui, il a financé toute la lutte de ses propres poches au départ. Oui, pour ceux qui n'en avaient pas, il payait transport et tout. Nous également, nous l'avons fait. Général Robert Wanto, nous voulons reconnaître ici ta grandeur. Et le Bureau fédéral de la Révolution, par mon biais, te dit courage. Nous serons tous derrière toi comme un seul homme, armé, futé, prêt à renverser le tyran. Nous connaissons ton amour pour le pays. Nous connaissons ton amour pour la libération de ce Cameroun. Et nous savons ce que tu as déjà donné, tout ce que tu as risqué et ce que tu continues de risquer. Nous serons tous derrière toi.
tous les Camerounais de la diaspora, unis comme un seul homme, nous nous mettons derrière toi pour libérer notre pays, pour libérer la nation, pour libérer le Cameroun. Général Robert Wanto, félicitations, courage à toi. Tu m'as envoyé aux États-Unis, la mission a été accomplie avec succès et brio. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais contents. Et le Bureau fédéral de la Révolution, par mon biais, se charge de vous dire que nous avons des missions qui s'engagent désormais pour Londres, Milan et Bilbao en Espagne. Nous avons 3 bureaux qui vont être installés au mois de décembre. Nous irons en Angleterre. Nous allons installer un bureau fédéral de la Révolution en Angleterre. Nous allons l'installer en Espagne et nous allons l'installer en Italie. Il y a 3 pays qui vont être visités et nous allons installer les bureaux fédéraux de la Révolution là-bas. C'est notre mission, c'est gagner le monde entier pour la Révolution, pour la libération du Cameroun. Merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les internautes. Merci à ceux qui sont avec nous. Nous voulons le rappeler encore, que cela vous plaise ou pas, une seule personne peut aujourd'hui nous dire que l'alliance est terminée ou pas entre Paul-Éric Kenge et son excellence le président élu Maurice Kamto. Paul-Éric Kenge reste celui-là qui, des mains de maître et d'un stratagème particulier et onéreux, a lutté pour montrer aux yeux du monde la victoire du président élu. Cette image restera jamais gravée dans ma mémoire où je voyais cet homme, Paul-Éric Kenge, de sa posture de directeur de campagne du président élu, affronter à Tanganji. En ce temps, ministre de l'Intérieur, je ne sais pas s'il était ministre de quoi, il a affronté à Tanganji. Il a dit à Tanganji que tu ouvres tes gros yeux, tu crois me faire peur. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es pas le seul à avoir fait la prison. Moi aussi, j'ai fait la prison. Tu n'es pas le seul à fumer l'ombanga. J'ai aussi fumé l'ombanga. Vous voyez un homme comme ça, vous voulez le piétiner? Vous voulez qu'on le piétine aujourd'hui? Qu'on ne laissera pas faire. Le Bureau fédéral de la Révolution ne laissera pas faire. Tous les bandits infiltrés qu'il dénonce aujourd'hui, allez rendre compte de vos actes, allez rendre compte de votre vol, allez rendre compte de votre escroquerie, allez rendre compte de votre fainéantise, de votre roubladise, mais n'utilisez plus le nom du président élu. C'est un nom sacré que nous défendons par tous les moyens. Vive la Révolution, vive le Bureau fédéral de la Révolution, vive son excellence, le président élu. Tout à l'heure, à 21h, le président élu passe sur Equinox. Je suis le général El Chenou, votre humble serviteur, secrétaire général du Bureau fédéral de la Révolution, leader du mouvement Corps, et nous restons tous focus vers un seul défi, vers une seule victoire, renverser la tyrannie de Biya. Et nous savons, et je vous l'ai promis, 2020 ne s'achèvera pas sans que le roi feignant ne tombe. Cette année 2020 qui commence est l'année de la libération. Qu'on le veuille ou pas, nous serons libres, totalement et tous libérés en 2020. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse les forces révolutionnaires, que Dieu bénisse la révolution en son sein propre. Vive le Cameroun, vive le président élu son excellence Maurice Kamto, vive le Bureau fédéral de la Révolution, vive le mouvement Corps, vive tous les activistes du monde entier, vive le collectif des activistes, vive le Bureau fédéral de la Révolution installé aux États-Unis, dont le leader est Micheline Ewang. Nous te tirons un coup de chapeau. C'est une femme dynamique. Sylvie Bello, nous te disons merci. Et Malik également, le grand démocrate, merci. Je ne peux pas finir sans dire merci à mon compère et compatriote, le général Ludovic Tchakounte. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires. Merci. Merci. Je vais couper là, tout simplement. Oui.